21h16, toujours en direct sur CNews. Comme promis, place au débat avec cette question. Emmanuel Macron a-t-il repris la main? On en parle avec nos invités, avec Edwige Diaz. Bonsoir, vous êtes conseillère régionale du Rassemblement national en Nouvelle-Aquitaine. Merci d'être avec nous. Avec Ali Rabé, porte-parole de Génération. Vous êtes adjoint au maire de Trappes. Bonsoir. Et avec Sandra Motin. Bonsoir, députée LREM de l'Isère, vice-présidente de l'Assemblée, candidate à la présidence de l'Assemblée nationale. Vous avez suivi de très près, notamment, le chantier pour le prélèvement de l'impôt à la source. On va très certainement en parler, mais on va commencer justement avec la bataille pour le perchoir. Vous êtes candidate, je le rappelle, mini-remaniement. 4 candidats donc pour le perchoir. Richard Ferrand favori face à 3 candidats. Yael Braun-Pivet, présidente de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Barbara Pompili et vous, donc, Sandra Motin. Vous vous présentez, mais on a un petit peu l'impression que les jeux sont faits. Je pense pas. En tout cas, ma candidature, elle est sérieuse. Elle ira au bout parce que je porte une vision, parce que j'ai touché du doigt lors de ma vice-présidence de quelques mois ce que c'était aussi et ce que je pouvais apporter quelque part dans l'hémicycle. Et puis, ça ne crée pas de remous au sein de La République En Marche face à Richard Ferrand? Comment ça se passe? Dites-nous tout. Pour l'instant, très honnêtement, c'est très serein. Il y a évidemment des soutiens de Richard Ferrand qui... Les regards n'ont pas changé à votre Non, pas votre du tout, parce que j'ai aussi pris la peine d'expliquer l'état d'esprit dans lequel je suis, qui est vraiment celui de faire une proposition qui correspond à celle à la volonté qu'ont eu les Français en 2017 de renouveler l'Assemblée, d'avoir des nouveaux visages et de faire aussi de la politique autrement. Ce serait une première si vous étiez élu ou si une femme était élue. On rappelle qu'il y a également notamment à Barbara Pompili ou encore Yael Braun-Pivet. Ce serait une première. Quel signal cela enverrait, d'après vous, de la part du gouvernement? Si c'était une femme, ce serait une première. Oui, moi je pense plutôt au signal que ça a déjà donné. Le président de l'Assemblée nationale, c'est quand même la quatrième personne de l'État qui est en théorie élu pour 5 ans. Mais on voit que cette responsabilité n'a pas été prise au sérieux parce que si M. de Rugy avait eu à cœur sa fonction, il n'aurait pas démissionné en cours de mandat. Donc moi, vous croyez vraiment qu'il voulait partir? Parce que moi j'ai l'impression qu'il ne voulait pas trop aller justement au ministère de la transition écologique. Il y avait une petite rivalité avec M. Ferrand. Donc au final, on ne sait pas trop ce que c'est, cet embrouillon politique qui nous rappelle finalement l'ancien monde. Donc moi, ce que je vois, c'est que cette succession, c'est plutôt l'occasion de se placer, peut-être vous, ou alors... Je vois grimacer Sandra Motin quand on parle d'ancien monde, je sens que ça vous hérisse le poil. Mais le plus grave dans tout ça, en fait, c'est qu'il n'y a quasiment aucun député qui s'est dégagé. Mais pourquoi finalement, cette Assemblée, elle n'est pas du tout représentative. Un Français sur 3 a voté Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, et c'est seulement 1% des députés de l'Assemblée nationale. Il y a quand même un problème. La défense de Sandra Motin. Alors... qu'il n'y ait aucun député qui se soit dégagé, j'imagine assez bien qu'au Rassemblement national, ça ne se voit pas trop parce qu'on ne vous voit pas trop. On n'a pas de groupe. Donc, oui, pas de groupe, mais pas beaucoup de présence. Mais si nos députés sont particulièrement actifs. Pas réellement, non. Allez voir sur le site nos députés. Oui, mais j'y vais. Mais je constate surtout dans l'hémicycle, parce que moi, j'y suis très, très souvent. J'y étais beaucoup en tant que présidente. Et je ne veux pas me lancer des fleurs, mais très clairement, en termes de vice-président, au niveau de l'Assemblée, je pense avoir réussi à créer un climat, avoir réussi quelque chose qui est aussi ce que j'ai envie de défendre aujourd'hui dans ma candidature, unir cette union autour d'une mission qu'on a tous et d'un engagement qu'on a tous, qui est celui de porter notre projet politique pour la France. Ali Rabé. Madame Motin. Sauf votre respect, j'ai beaucoup de respect pour vous parce que vous êtes... Quand ça commence comme ça commence mal en général, attention. C'est une députée qui travaille. C'est important parce que ce n'est pas le cas de tous les députés. Effectivement, ce n'est pas le cas de tous les députés Front National. Ce n'est pas le cas non plus de tous les députés de La République En Marche. Mais vous travaillez. Vous êtes très présente dans l'hémicycle. Vous votez les textes, mais vous êtes présente pour travailler. Et en commission, je crois comprendre. En revanche, moi, ce qui me choque, ce n'est pas tellement le fait que vous organisez un débat un petit peu artificiel. Parce que tout le monde sait que c'est Richard Ferrand qui gagnera. Je vous souhaite de faire le meilleur score possible, mais vous êtes une challenger, un petit peu là pour créer le suspense. Mais la réalité, je ne pensais pas que ça crée un cas de conscience, justement, le fait qu'il y ait 3 candidats, 3 femmes face à Richard Ferrand, et qu'il y a peut-être... C'est de l'affichage. C'est de l'affichage. Il n'y a pas d'hésitation. Ce serait une excellente occasion, justement, d'avoir une femme au perchoir. Mais j'observe que, comme la première fois avec François de Rugy, c'est le président de la République qui désigne le futur président de l'Assemblée nationale. Pour vous, Richard Ferrand, c'est le candidat d'Emmanuel Macron et c'est lui qui ira, c'est sûr. C'est le cas, c'est quasiment une information publique. Oui, bien sûr, c'est le choix du président de la République, Madame la députée et Madame la candidate le confirment. Mais objectivement, moi je veux alerter l'opinion publique là-dessus, ceux qui nous regardent. Nous sommes en 5e République, certes, c'est un régime complètement fatigué, épuisé, dépassé. Nous vivons dans un régime où l'indépendance du Parlement n'est plus garantie. Les pouvoirs normalement judiciaires, parlementaires et l'exécutif doivent être autonomes, séparés, indépendants. Dans notre pays,
en 2017 comme en 2018, c'est Monsieur Macron qui se prend pour un monarque républicain qui choisit le président. Et ensuite, on convoque les 300 et quelques députés du groupe La République En Marche pour confirmer le choix du président. Après, derrière, c'est la machine, c'est sûr. C'est un phénomène de cours. Je pense que d'abord, il n'est pas... Moi, il ne me semble pas anormal qu'un président de la République ait envie de savoir qui va être le quatrième personnage de l'État et qu'il ait son mot à dire dans l'histoire. N'empêche que le vote, il va être réel, il va être à bulletin secret. Chacun va être face aussi à son choix. Et il y a quelque chose quand même qui s'est passé, c'est qu'il y a un an qui est passé, c'est même plus d'un an, c'est 15 mois qui sont passés entre l'arrivée du groupe LREM à l'Assemblée, en partie inexpérimenté, qui découvrait les choses, et puis le groupe LREM aujourd'hui, qui a grandi. Un groupe docile, surtout. Non, c'est la docilité de ce groupe qui frappe. Un groupe convaincu. Qui vote le doigt sur la couture du pantalon et qui vote au garde à vous ce que monsieur Macron leur demande de voter. Pas du tout. Un groupe qui a des convictions, qui porte d'ailleurs son programme et qui vote les réformes qu'on a promis. Donc on fait ce qu'on dit. Y compris on fait. Allez-y, Edwige Diaz, tentez de jouer un peu les arbitres. Allez-y, je suis pas sûr. Non, c'est pas des fleurs que vous avez jetées, c'est un bouquet. Mais ce que je vois, c'est que la fonction a été vraiment abaissée. Oui, vous avez raison, vous avez des députés qui sont sortis du lot. Moi, je me souviens de ceux qui donnent des coups de casque, de ceux qui mordent des chauffeurs de taxi, de ceux qui se plaignent de ne pas pouvoir rouler en Porsche, ceux qui sont en burn-out et ceux qui disent qu'avec 5 000 €, ils vont devoir manger des pâtes jusqu'à la fin du mois. Et ça me révolte parce que quand je pense à nos compatriotes qui sont assommés de taxes, l'augmentation du prix de l'essence, du péage... C'était pas des erreurs de jeunesse, on va dire, de la part des jeunes députés. C'était encore tout à fait récent. Et peut-être que vous travaillez, mais il y en a beaucoup qui travaillent beaucoup moins que vous. Moi, j'aimerais bien reprendre le débat sérieusement. Le débat, allons-y. Reprendre le débat sérieusement parce donc, que ça, c'est pas sérieux sur le perchoir. C'est une fonction qui est importante et il y a un réel débat au sein de notre groupe. Et ça, c'est clair. Et d'ailleurs, je l'ai vécu déjà au moment où j'ai quitté la vice-présidence. Vous en avez parlé d'ailleurs avec Yael Braun-Pivet ou avec Barbara Pompili. Qu'est-ce que vous êtes dit toutes les trois? Alors, on partage complètement le fait de dire qu'il est important, notamment pour Yael et moi, d'incarner le renouveau qu'ont choisi les Français, d'incarner les valeurs que nous portons au travers de notre mouvement et puis d'insuffler vraiment quelque chose de différent à un moment médiatique où tout le monde nous reproche d'être l'ancien monde, de revenir à l'ancien monde. Ben non, on veut vous montrer justement... Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à convaincre le président de la République ? Ce n'est pas vrai. Le président de la République ne va pas voter. Les députés vont voter, les députés En Marche vont voter. Le président de la République a dit qui avait sa préférence. Ça ne veut pas dire que tout le monde va voter pour ça. Et donc, très clairement, il y a un réel débat dans notre groupe aujourd'hui sur la place d'une femme au perchoir. Alors, quelle est la tendance ? Le président préfère un homme. Il y a une très forte tendance pour pousser une femme au perchoir. C'est quoi la très forte tendance ? C'est plus la majorité, c'est ça ? Aujourd'hui, il y a énormément de mes collègues femmes et hommes qui me contactent, qui ont contacté Yael également, qui s'expriment ouvertement dans la presse et qui... Richard Ferrand ne fait pas bloc là-dessus ? Vous n'êtes plus discipliné ? Que se passe-t-il ? Mais on a la liberté de choix à tout moment. Exprès. Bien sûr qu'on a la liberté de choix à tout moment et on l'aura d'autant plus que chacun sera face à lui-même et à ses choix dans un isoloir pour mettre un bulletin dans une urne. Richard Ferrand au perchoir demain, ou plutôt mercredi prochain, ça poserait problème ? Non, pourquoi ça poserait problème ? Ce sera un choix de notre majorité. Vous voyez venir. Ce sera un choix de notre majorité et à partir de là... quelques affaires, bien sûr. Bien sûr, le signal est catastrophique. On peut donc, en étant mis en cause pour des faits aussi graves que ceux pour lesquels Richard Ferrand a été éjecté du gouvernement, c'est-à-dire un abus de biens sociaux, et il a privilégié sa compagne dans l'attribution d'un certain nombre d'avantages financiers dans la gestion d'une mutuelle de biens publics. Oui, mais il a été mis en cause et c'est pour cette raison qu'il a quitté le gouvernement au bout de quelques semaines. Il y a d'autres députés qui ne sont pas dans la majorité qui sont en cause et qui sauf que peu d'entre eux ont été exfiltrés du gouvernement pour devenir s'apprête à prendre le perchoir, non pas un simple député ou un président du groupe La République En Marche, vous l'avez dit vous-même, le quatrième personnage de l'État. Donc faire d'une personne mise en cause, qui a été exclue du gouvernement pour cette raison, le quatrième personnage de l'État, c'est très inquiétant sur les signaux que souhaite envoyer Emmanuel Macron, au moment où il aurait pu très bien soutenir une femme compétente comme présidente de l'Assemblée nationale. C'est dommage. Vous devrez le convaincre. C'est compliqué de défendre Richard Ferrand alors que vous êtes vous-même candidate à la présidence. Je me mets à votre place. Je suis plutôt là pour essayer de défendre une candidature nouvelle qui montre
montrerait vraiment le renouveau et qui serait à l'image des Français, et en tout cas du choix des Français lors de la dernière élection. C'est de la vieille politique. Edwige Diaz. 30 ans qu'il est député. Oui, c'est de la vieille politique. Moi, je vois ça. Je ne suis pas élue à l'Assemblée nationale. Moi, je vois ça. Je fais des réunions, je vais sur le terrain, je vais sur les marchés. Et je me rends compte qu'on assiste depuis des mois à un feuilleton de série Z où on a d'un côté les copains avec Madame Salle, Monsieur Besson, Monsieur Ferrand, et d'un autre côté les coquins, Benalla, Colère, etc. J'ai voulu faire le top 10, c'est largement dépassé. Hein. Encore une fois, c'est pas des arguments, c'est de la propagande. Bon, tout va bien. Il faut assumer. Vous nous aviez vendu la politique propre, nouveau monde, mais là, c'est plus l'ancien monde, c'est l'Antiquité. Écoutez, en tout cas, on porte, au moins Yael et moi, vraiment cette candidature nouvelle. Moi, j'ai la chance d'avoir eu une expérience réussie, sauf de la vie de Madame Le Pen. Ça, c'est un fait. Mais voilà, je pense qu'on a des choses à dire, on a des choses à apporter. Et moi, je trouve que pour une institution, d'ailleurs, pour laquelle une réforme est en cours, que nous allons reprendre, que nous allons défendre, il est aussi, d'après moi, très important et finalement beaucoup mieux encore, je dirais, pour l'image et pour le renforcement de l'Assemblée que nous voulons porter, que ce soit un des nouveaux visages de la politique qui puisse le faire. Et c'est la fin de la première reprise. On se retrouve dans un instant, bien sûr, et on va se demander si Emmanuel Macron reprend la main. On a vu cette séquence importante aujourd'hui avec ce séminaire gouvernemental, et c'était précédé, bien sûr, du Conseil des ministres. Et tout ça au lendemain de cette annonce, de ce remaniement à minima, mais aussi de cette annonce avec ce maintien de la réforme du prélèvement à la source. On en parle dans un instant avec nos trois invités. Restez avec nous. À tout de suite. 21h passées de 31 minutes, toujours en direct sur CNews. Bienvenue pour la suite de ce grand débat. On est toujours avec Sandra Motin, députée LaREM de l'Isère, candidate à la présidence de l'Assemblée nationale, avec Edwige Diaz, conseillère régionale du Rassemblement national en Nouvelle-Aquitaine, et avec Ali Rabet, porte-parole de Génération. Vous êtes également adjoint au maire de Trappes. Après un été pour le moins calamiteux, ce n'est pas un secret, et une popularité au plus bas, Emmanuel Macron souhaite reprendre la main. Le chef de l'État tente un virage social. Il présentera lui-même le plan pauvreté, mais aussi le plan hôpital, et ce sera ce mois-ci. Des réformes très attendues par l'aile gauche de la majorité. Alors, est-ce que c'est de la poudre aux yeux ou pas? On en parle dans un instant avec nos invités, juste après les précisions de Charlotte Onfroy-Parier pour CNews. Un calendrier chargé et un virage clairement social. Cet après-midi, Édouard Philippe a présenté les grandes lignes de l'action gouvernementale pour les mois à venir. Premier grand chantier, le plan pauvreté et le plan hôpital. Ils seront présentés les 13 et 18 septembre par Emmanuel Macron, qui espère faire oublier ses envolées contre le coût des aides sociales. L'hôpital et le système de santé qui vont faire l'objet d'annonces, là encore par le président de la République, le 18 septembre prochain, et qui viseront à améliorer la qualité de soins, à accroître la coordination entre l'hôpital et la médecine de ville. Et les décisions qui seront annoncées se traduiront d'ores et déjà dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale de 2019. Réforme de la santé, des retraites, réforme de l'assurance chômage ou encore réflexion sur la dépendance. Plus de 5 chantiers sociaux sont sur la table du gouvernement d'ici la fin de l'année. Je n'ai aucun doute, mesdames et messieurs, sur le fait que les oppositions nous aimeraient immobiles. Elles font même mine de penser que nous pourrions être hésitants. Nous allons maintenir le cap et l'intensité des transformations que nous avons décidé d'engager. Après un été agité, le gouvernement charge son agenda social pour retrouver le sens de la marche. Mais c'est justement sur ce volet que l'opposition se dit prête à se rassembler. Voilà, commentaire signé Charlotte Onfroy-Parier, Ali Rabet. Je rappelle que vous êtes porte-parole de Génération, adjoint au maire de Trappes. On a vu que le gouvernement souhaite maintenir le cap et effectuer ce virage social. Vous y croyez ? Absolument pas, parce qu'il y a une vraie cohérence dans le discours et les actes d'Emmanuel Macron et de sa majorité. Depuis la campagne présidentielle jusqu'à aujourd'hui, la seule perspective, c'est de respecter les équilibres budgétaires et de rogner dans la dépense publique, de sabrer dans les dépenses publiques. Et en particulier en fragilisant les services publics qui sont quand même dans l'identité de notre pays un élément fondamental. On parle de plan de lutte contre la pauvreté, mais rappelez-vous la déclaration d'Emmanuel Macron sur le pognon de dingue. La seule priorité, c'est faire des économies. Je pensais qu'il fallait attendre 3-4 minutes, il est sorti au bout de 30 secondes. Mais même votre journaliste l'a moitié cité dans sa présentation. Objectivement, regardez par exemple les maisons de retraite de ce pays.
Dans quel état de délabrement elles sont. Regardez l'hôpital public. Aujourd'hui, vous avez partout, à Amiens, Benoît Hamon a visité récemment et soutenu les grévistes de l'hôpital d'Amiens, vous avez des salariés de l'hôpital public qui sont en grève pour dénoncer leurs conditions de travail, parce qu'ils sont sous-dotés, qu'ils ne sont pas assez nombreux pour prendre soin des malades. Regardez les maisons de retraite, je vous le disais tout à l'heure, nos vieux vieillissent dans des mouroirs où ils sont objectivement maltraités. On portait la proposition avec Benoît Hamon et avec Génération S de créer un vrai service public de prise en charge de la dépendance. Il est normal qu'à la fin de sa vie, quand on a travaillé, quand on a cotisé, quand on a construit le pays, de pouvoir bénéficier de conditions décentes pour terminer ses jours. Aujourd'hui, vous avez des familles qui sont à la fois qui sont en charge de leurs enfants et de leurs parents. Et ça coûte un pognon de dingue pour les familles de payer la maison de retraite des 2 parents ou d'un seul parent. Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas capable de créer dans ce pays un vrai service public pour être capable de les prendre en charge sans enrichir des groupes privés qui vous demandent 3 000, 4 000, 5 000, 6 000 euros par mois pour prendre en charge vos parents? Est-ce que Emmanuel Macron va reprendre cette mesure? J'en rêverais, mais j'en doute. Est-ce que la majorité va voter les crédits? Présenté très souvent comme le président des riches, Emmanuel Macron, est-ce qu'il va être crédible justement sur cette question et sur ces différents plans, le plan hôpital, on l'a évoqué, mais également le plan pauvreté qui est là où il est très attendu? Aujourd'hui, il y a un constat, c'est que dans notre pays, quand on est pauvre, on reste pauvre. Quand on est dans la cité, vous le savez, attrape. Quand on est dans une cité, on en sort peu ou très difficilement. Et même si on produit tous les efforts qu'il faut pour se former. J'étais chef d'entreprise à Vaux-en-Velin. J'ai accompagné des jeunes pendant plusieurs années. J'ai vu des jeunes à Bac+5 qui s'étaient battus plus que les autres encore pour y arriver et qui n'y arrivaient pas parce qu'ils avaient cette étiquette, parce que quelque part, ils étaient nés dans la pauvreté et que ils étaient enfermés dans ça. Aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est émanciper les gens. C'est faire en sorte que quand on est pauvre, on ne reste pas pauvre. Par pitié, parlez concrètement. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plutôt que d'aider des gens, je vais prendre un cas très concret, le RSA. Aujourd'hui... Parce qu'il faut le réformer. Aujourd'hui, on sait que 80% des bénéficiaires du RSA qui sont accompagnés correctement, réellement, socialement et au niveau de l'emploi sortent du RSA au bout de moins d'1 an. Et que tous ceux qui ne le sont pas, y restent pendant plusieurs années. Donc, notre premier objectif, ça va être effectivement de faire en sorte que 100% des bénéficiaires du RSA puissent être accompagnés, parce que c'est cet accompagnement qui marche et qui la question concrète, les fait sortir de la pauvreté. Dans ce pays, on a un certain nombre de bénéficiaires, c'est le cas dans ma ville à Trappes, de citoyens qui pourraient bénéficier du RSA et d'un certain nombre d'autres allocations. Ils n'y sont pas éligibles parce que, faute d'informations, faute de maîtriser les démarches nécessaires pour y avoir accès, ils ne perçoivent pas les aides auxquelles ils ont droit par la loi. Le recours... Est-ce que vous voulez, comme nous l'avons proposé pendant la campagne présidentielle par exemple, comme Benoît Hamon l'a porté, est-ce que vous souhaitez faire en sorte d'attribuer automatiquement les aides auxquelles ont droit nos concitoyens sans leur compliquer la vie avec un parcours du combattant administratif? Oui ou non? Ce sera dans le plan et c'est d'ailleurs ce qu'on a déjà fait. C'est d'ailleurs ce qu'on a déjà fait dans le dernier PLF concernant le chèque énergie. Vous savez que concernant les tarifs sociaux d'EDF... Pour le RSA Moi, je vous prends un exemple concret de ce qu'on a déjà fait. Oui, et donc, effectivement, le chèque énergie, pourquoi pas le RSA qui vous illustre le fait que notre majorité, évidemment, sait que le non-recours, c'est un vrai problème et que du coup, on commence à y apporter des solutions concrètes. On l'a uniquement fait pour le chèque énergie. On l'a fait pour l'instant sur le tarif social de l'énergie. Et donc, on va le faire. Est-ce que vous savez combien de nos concitoyens ont le droit au RSA et n'y ont pas accès? Connaissez-vous la statistique, madame la députée? Plus de 60%. Non, c'est 70%. C'est entre 60 et 70%. Voilà. Donc quand je dis plus de 60%, ça va alors? Oui. Ça laisse une quantité. J'ai pas pris de risque, je savais que c'était 100%. Ça laisse une quantité de nos concitoyens qui n'ont pas accès à leurs droits. Alors, pour vous, est-ce qu'il faut le RSA sans condition de ressources? Est-ce qu'il faut qu'il soit automatiquement versé, effectivement? On n'est pas pour ce qu'avait proposé effectivement Benoît Hamon, qui était le revenu. Non, c'est pas ça la question. Je crois que c'est le revenu universel. C'est pas la question qui vous est posée. Non, on a compris que vous étiez contre. C'est la question de monsieur. Je crois pas. Moi, la question c'est voulez-vous attribuer le RSA à tous les bénéficiaires qui ont droit par la loi? C'est ça la question, oui ou non? La question sans condition de ressources, c'est faire en sorte d'identifier nous-mêmes effectivement les bénéficiaires du RSA pour pouvoir leur amener à la fois l'accompagnement et les ressources dont ils ont besoin. Vous êtes pour ou contre? Écoutez, moi je pense qu'on a prouvé qu'on était pour faire en sorte que vous allez le voter dans le projet de loi de finances ou pas? recourir à ses droits.
D'accord, on l'a fait avec le tarif de l'énergie. Voilà, c'est de la langue de bois. C'est dommage parce que vous êtes une députée sérieuse. Vous pouvez dire, nous n'avons pas prévu de le faire dans le plan pauvreté et je trouve ça dommage. On a déjà fait. Et on va écouter Edwige Diaz. Oui, que ça soit le revenu universel qui n'est pas du tout plébiscité par les Français ou que ça soit votre vœu pieux sur le RSA, je trouve en fait que votre détermination contraste vraiment avec les tergiversations qu'on a vu avec le gouvernement sur cette histoire de prélèvement à la source, tout comme sur d'autres sujets. Tant qu'on ne change pas les hommes... il faut changer de politique, c'est pas les hommes qu'il faut changer. Non mais alors, quelle est la position du RN, alors par exemple sur le RSA, parce qu'il en sera beaucoup question dans les semaines à venir. Il faut de la solidarité, il ne faut pas d'assistanat. Il faut le réformer. Nous, dans les conseillers départementaux, parce que vous disiez qu'on ne propose rien, dans les conseils départementaux, quand on propose de lutter contre la fraude au RSA, on a un levier de bouclier et finalement, on n'arrive pas à faire les économies là où elles se trouvent. Et ça se fait forcément au détriment de ceux qui Est-ce que la fraude est si énorme que ça? Je suis pas sûr. La chasse aux bénéficiaires du RSA, c'est la priorité du Front National. Je ne suis pas sûr. Mais entre la fraude sociale et la fraude les fiscale, députés du Front National, en général, ne sont pas présents dans ces débats-là. Mais vous vous trompez. Mais d'ailleurs, vous n'avez voté aucun amendement des députés du Rassemblement national. C'est ça qui montre que malgré votre discours, vous êtes fermé. Vous faites partie de l'ancien monde qui bloque. Vous voyez, moi, je suis conseillère régionale d'une région parti socialiste. Donc, ce que vous aviez dit, l'ancien monde, il a la même politique que vous. C'est on ne vote aucun amendement, aucune motion du Rassemblement national. Alors, écoutez, évoluez et vous verrez que nous pouvons apporter des choses dans le bon sens. Nos députés font des amendements, notamment sur la protection animale. Vous votez tout contre. Non mais soyez rassurés, ils font la chasse aux chômeurs, la chasse aux fraudeurs du RSA, ils vont l'engager. Soyez rassurés, fraude sociale, fraude vous inspirez fiscale, largement la majorité. Allez, est-ce qu'il faut laisser au département la prise en charge du RSA ou est-ce que c'est à l'État de reprendre la main là-dessus? Moi je pense qu'on peut parfaitement la laisser au département tout en leur donnant l'intégralité des moyens nécessaires. Pas trop compliqué en ce moment pour les départements, on a l'impression qu'ils sont... Ça dépend lesquels. Moi je me souviens du message d'alerte de Stéphane Troussel, le président du Conseil général de Seine-Saint-Denis, qui dénonçait le fait que l'État ne compense pas les sommes à l'euro près qui lui permettent de verser le RSA. Et je maintiens, nous sommes encore une fois dans des montants qui sont votés et attribués au département, qui sont inférieurs aux besoins et surtout inférieurs à la réalité du nombre de demandeurs susceptibles de solliciter le RSA. Donc laissons-leur, par contre donnons-leur les moyens, de payer le RSA à tous ceux qui ont droit automatiquement, et deuxièmement surtout, et Madame la députée l'a évoqué, c'est une bonne chose, donnons au département aussi les moyens d'accompagner les demandeurs. Et je veux juste terminer par un point. Ouais. La suppression des emplois aidés, des contrats aidés que nous avons, nous, dans les mairies, utilisés pendant des années avec efficacité pour réinsérer des personnes en difficulté qui sont au RSA. Dans ma ville, des jeunes gens au RSA étaient animateurs dans le club de foot, pouvaient prendre le temps de passer leur diplôme, se retrouver comme animateurs dans les collectivités ou dans le secteur privé. Et ils passent du RSA à l'emploi aidé, ce qui les sort du RSA. Et l'emploi aidé est un tremplin pour aller vers l'emploi tout court. Et j'ai dans ma ville, je vais donner un exemple vivant, parce que vos statistiques, ça se heurte au mur de la réalité. Nous, on a employé il y a une dizaine d'années une dame qui était employée en contrat aidé pour faire l'accueil de la piscine municipale. Aujourd'hui, c'est une cadre d'un service municipal de la ville de Trappes. Et bien, ces modèles de réussite, c'est permis notamment grâce au contrat aidé que vous avez supprimé massivement l'année dernière. De cas comme cela, et sachez qu'on en souffre sur le terrain. Venez sur le terrain. Et ensuite la réponse de Sandra Motin. En disant que les conseils départementaux n'ont plus les moyens d'assurer leurs fonctions en ce qui concerne le RSA, j'ai envie de vous dire, il ne faut pas pleurer sur le lait renversé. Il y a un problème majeur dont on n'a pas parlé, c'est évidemment l'immigration. Les conseils départementaux sont en charge de l'accueil des MNA, ce qu'on appelle les pudiquement, c'est les mineurs non accompagnés. Et ça coûte, pour le coup, un pognon de dingue aux contribuables. Je vais me permettre, parce qu'en plus, les mineurs, je vais me permettre de vous arrêter parce que vous n'êtes pas dans une région d'accueil, alors que je suis dans un département extrêmement concerné. Et notre président a même voté les ports de Nouvelle-Aquitaine. Donc, j'ai pas envie de laisser dire n'importe quoi. Non, je dis pas n'importe quoi. Je dis juste qu'à un moment donné, il faut être réaliste, d'autant plus qu'il n'y a aucun contrôle en la matière. Les mineurs non accompagnés sont pas forcément mineurs, et surtout, aujourd'hui, on a carrément dévoyé le droit d'asile parce que les mineurs non accompagnés peuvent faire venir leur famille. Vous vous rendez compte de ce que ça va coûter ? Vous voulez pas les contrôler, les fraudeurs fiscaux qui Mais si, je vous parle des milliards fraudeurs sociaux, des fraudeurs fiscaux, et vous me votre obsession contre les réfugiés, les demandeurs d'asile, les gens qui touchent le RSA, texte sur l'immigration, ils étaient là, ils nous ont fait saigner les oreilles. On n'est pas dans le double discours. Non, moi j'en ai qu'un. On ne baisse pas les crédits d'accueil pour les migrants et on ne baisse pas ceux destinés à l'expulsion des clandestins. Vous voulez pourchasser les demandeurs d'asile pour économiser 3 francs 6 sous alors qu'on vous parle de dizaines de milliards pour le RSA. C'est des milliards d'euros qui sont dépensés là-dedans. Allez, Sandra Motin pour conclure. On entend beaucoup de choses. Moi, je vais juste essayer de répondre vraiment de manière claire sur la problématique des contrats aidés. Parce que très clairement, dans le budget qu'on va présenter, le sujet va revenir sur la table.
l'année dernière, on est arrivé avec, je crois, 280 000 contrats aidés qui étaient budgétés, qui étaient totalement utilisés au moment où on est arrivé en juillet. Il n'y en avait plus un disponible. Pourquoi ? Parce que le gouvernement précédent avait pour habitude de dire « votons ça comme ça ». C'est une très mauvaise habitude. Votons ça comme ça va passer au niveau de l'Europe, on ne sera pas trop hors des clous, et puis ensuite, on rallongera l'enveloppe. Et donc, on a été effectivement sensible à toutes les problématiques de terrain, et on est allé jusqu'à 320 000 contrats aidés au lieu des 280 000 budgétés. Par contre, très clairement, on a pris un engagement sur 2018, c'est celui d'un budget sincère. Et dans ce budget sincère, on a mis un certain nombre de contrats aidés, 180 000 si je ne dis pas de bêtises. Mais là où je voudrais corriger quand même la vision de ce que vous donnez, alors oui, bien sûr qu'il y a des présidents d'associations, mais bien sûr que je les rencontre et que je les connais bien. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Vos 180 000 contrats aidés, vous avez rendu les conditions d'accès difficiles. Non, on a rendu quelque chose. On a rendu quelque chose d'obligatoire. Dans ma ville, je vous présenterai les bien sûr qu'ils peuvent les garder. Ils ont toujours. À quel argent ? C'est pas le cas. Ils ont toujours réduit les conditions d'accès, réduit le montant des financements. Alors c'est sûr que c'est plus du 95% de prise en charge. C'est devenu 50 ou 40. C'est entre 30 et 70, ça dépend des contrats. Mais surtout, il y a une obligation de formation. Je vous rappelle qu'on a dit que le monde du sport, après le mondial, allait être soutenu, etc. Je continue, je voudrais juste terminer, s'il vous plaît. Juste terminer sur une chose. La sortie positive. Le taux de sortie positive des contrats aidés dans le privé, j'ai connu ça aussi, moi, dans la sécurité et le nettoyage. Le taux de sortie positive dans le privé, vous le savez. Plus de 60%. Plus de 60% de gens qui avaient un CDD, donc un CDD de plus de 6 mois ou un CDI à l'issue. Dans le public, 29%. Vous voyez pourquoi le plan pauvreté s'annonce sous les pires auspices. On a affaire à des technocrates qui additionnent les chiffres, alors que sur le terrain, ce sont des êtres humains. J'aurais le plaisir de vous réinviter tous les trois pour continuer justement à en parler. Sandra Motin, Edwige Diaz et Ali Rabet, merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Ne bougez surtout pas. C'est Sonia Mabrouk qui arrive dans un instant pour les voix de l'info. À tout de suite.